Non, non, nous devons parler de l'Iran, parce qu'il va falloir franchement qu'on se préoccupe très sérieusement de ce qui se passe en Iran, de la menace nucléaire. Il va falloir qu'on parle également du véritable conflit que mène Israël. Il y a Gaza, certes, mais le ministre de la Défense israélien l'a très bien exprimé aujourd'hui. Nous sommes en guerre sur 7 fronts. Hein. Le Hamas constitue un front à Gaza, mais il y en a 6 autres. Et donc... là-bas, au Moyen-Orient, est en train de se dérouler une espèce de guerre qui n'est plus du tout larvée, qui prend une ampleur considérable avec, vous le verrez, des menaces qui sont de nature un peu nucléaire de la part de l'Iran, menaces proférées à l'endroit d'Israël. Oui, alors est-ce que l'Iran... Je vous ai fait c'est bien. un petit, vous savez, comme au début des articles, résumé. les 3 lignes en gras, le chapeau. J'ai fait un chapeau. Ouais, ce qu'on dit en presse écrite, effectivement. Alors, on va commencer par la bombe atomique. Est-ce que l'Iran est en train de préparer sa bombe nucléaire? En tout cas, selon l'AIEA, eh bien, le pays est revenu à un rythme de production d'uranium enrichi à 60% au cours de l'année. La production étant d'environ 3 kilos par mois. Là, on en est à 9 kilos par mois. Le plafond fixé par la communauté internationale, évidemment, est largement dépassé. Déjà, peut-être un mot général, ce n'est pas anodin. Non, c'est Il y pas a un anodin objectif derrière. Surtout qu'on a dégagé les observateurs internationaux qui sont en charge de regarder si tout se passe bien. On leur a dit, vous rentrez chez vous, on ne veut plus d'observateurs, d'inspecteurs. Il n'y a plus d'inspecteurs et les caméras ont été débranchées. On a débranché les caméras. Il faut simplement rappeler quelques dates. Hein. Il y a 20 ans, en 2002, l'axe du mal. L'axe du mal, c'était Irak, Corée du Nord, Iran. Les États-Unis, en 2003, ont choisi d'attaquer l'Irak, de laisser la Corée du Nord avoir l'arme nucléaire et de laisser l'Iran progresser. Un président américain, avec les Européens, a réussi à faire un accord avec les Iraniens pour limiter l'enrichissement de l'uranium. Le président Trump a trouvé plus malin de déchirer l'accord et de laisser faire. Donc les Iraniens ont progressé petit à petit, puisque c'est vous qui avez déchiré l'accord. Donc, nous, on va continuer. Et le point où est l'Iran actuellement, tout le monde le dit, en phase d'avoir l'arme nucléaire, à telle enseigne que les Israéliens, parlant avec les Américains, disaient « c'est le moment d'attaquer l'Iran ». Parce que l'Iran n'a pas encore l'arme nucléaire. Quand l'Iran aura l'arme nucléaire, terminé, il deviendra intouchable. Je pense que ça n'a pas été fait tout simplement parce que l'Iran s'est doté de tels moyens en camouflant les endroits, etc., que on ne peut pas répéter. Vous savez qu'il y avait une manœuvre intéressante une fois qui avait été montée par les Israéliens en particulier, qui avait été de mettre dans les ordinateurs des centrifugeuses iraniennes un virus qui avait empêché de continuer le programme. Maintenant, c'est fini, ça. Il y avait eu le bombardement d'Irak. Voilà. Et puis, oui, mais enfin, ça, c'est encore plus ancien. Ouais. Et donc, ça, c'est fini. Donc, on sent qu'effectivement, l'Iran est en passe d'avoir l'arme nucléaire. Thierry Courville est en direct avec nous, chercheur à l'IRI, spécialiste de l'Iran. Vous êtes d'accord? L'Iran est en train d'avoir sa bombe nucléaire, de la préparer? Alors, oui et non. Alors, c'est important quand même de rappeler qu'il ne s'agit pas de chercher les coupables, mais historiquement, cet accord signé en 2015 qui permettait d'avoir des garanties que le programme nucléaire iranien reste civil était respecté par l'Iran. Et effectivement, c'est quand même les Occidentaux et les États-Unis qui en sortent en mai 2018 de manière vraiment irréfléchie. Et on peut aussi noter quand même que, si vous voulez, dans cet accord de 2015, il faut quand même bien le comprendre. Il était assez simple. L'Iran prenait des engagements pour limiter le développement de son programme nucléaire et le garder à des fins civiles, en échange d'une levée des sanctions, à l'époque bilatérales et multilatérales. Cet accord est respecté par l'Iran et en 2016, les sanctions bilatérales américaines et européennes sont effectivement levées et l'économie iranienne repart. En 2018, quand Donald Trump sort de l'accord, il réinstaure ces sanctions bilatérales qui ont dévasté l'économie iranienne. Et je voudrais insister sur le fait, quand même, il faut aussi se rappeler l'histoire, les Européens se sont enfuis du marché iranien et n'ont absolument rien fait pour lutter contre le caractère extraterritorial des sanctions américaines. Donc effectivement, face à ça, les Iraniens sont retrouvés avec une économie qui s'effondrait. En Iran, politiquement, c'est plutôt les durs qui ont pris la main en disant aux modérés qui avaient négocié l'accord, écoutez, regardez, vous êtes fait rouler dans la farine,
on vous avait dit qu'on ne pouvait pas faire confiance aux Américains. Malheureusement, on est quelque part obligé de leur donner raison. Et c'est plutôt les durs qui dirigent l'Iran. Il faut bien voir, les ultra-radicaux depuis 2020-2021, mais quelque part, à qui la faute, hein, et quelque part en Iran, il y a deux perceptions. Alors effectivement, je suis d'accord avec vous que, comme ça a été très bien dit, depuis 2002, l'Iran développe un programme nucléaire. Très clairement, au début, il y avait des fins militaires, des objectifs militaires, mais il y avait cet accord 2015. Mais disons, cet objectif militaire, il reste, puisque l'Iran, effectivement, hein, le taux d'enrichissement d'uranium civil, c'est 3,7%. Aujourd'hui, l'Iran est à 60%. Hein, le limite militaire, c'est 90%. Et il y a quelques mois, on a même trouvé des traces à 80%. Alors, il y a deux possibilités. Ou l'Iran, effectivement, et ça c'est vrai, c'est une réalité, techniquement, ils maîtrisent de plus en plus l'enrichissement de l'uranium. Ils sont en tout cas devenus une puissance du seuil, c'est-à-dire qu'ils pourraient très rapidement, ils l'ont dit, hein, s'ils voulaient fabriquer, se diriger vers un programme militaire, mais ils disent politiquement, on n'a pas pris la décision. Une autre position, hein, une autre perception, et à mon avis qui n'est pas faux, c'est finalement, ils n'ont plus que ça pour négocier. Hein, ils essayent de faire peur en disant, écoutez, si vous ne revenez pas dans l'accord, notamment aux États-Unis, et vous ne levez pas les sanctions qui ont quand même détruit l'économie iranienne, on continue à développer notre programme nucléaire. Alors c'est effectivement, on n'en sait pas trop, c'est ça qui est un peu dangereux actuellement. Est-ce que c'est ça? On est là pour l'instant juste au stade, on montre les muscles. Parce qu'il y a un rapport américain qui le disait en octobre, l'Iran pourrait produire une arme nucléaire en 2 semaines. Est-ce que là, c'est juste pour dire, on peut se doter de l'arme nucléaire, attention? Alors, ou réellement, il y a d'abord, peut-être un petit point technique, c'est qu'effectivement, l'uranium, ça sert indifféremment à faire tourner des centrales nucléaires pour éclairer les sapins de Noël, enfin même si on ne fête pas beaucoup Noël en Iran, et fabriquer des bombes atomiques. Simplement, en fait, on le concentre de plus en plus. Et donc ça, c'est dans des centrifugeuses. Et donc pour du nucléaire civil, on est à 4-5%, ça suffit. Et puis, plus on veut que ce soit violent, plus on l'enrichit. Et donc là, on est à 60%. Ce chiffre de 60%, c'est le taux d'enrichissement de l'uranium. Et les experts disent c'est à 90%. Alors là, pour le coup, là, il n'y a plus aucun doute. C'est vraiment la bombe parce qu'on n'a aucunement besoin d'avoir de l'uranium aussi enrichi pour des usages civils. Alors effectivement, les Américains ont dit ça, qu'il leur fallait plus que 12 jours. C'est vrai que c'est la capacité avec laquelle ils peuvent enrichir l'uranium pour avoir pas le combustible, c'est pas le mot, mais la frappe, enfin une matière exactement. Sauf que il n'y a pas que ça, il y a aussi la capacité technique, parce que c'est pas seulement la charge explosive. Voilà, je cherchais le mot. Il n'y a pas seulement ça dans un missile. Enfin, Altincan le connaît mieux que moi, mais faire un missile nucléaire, c'est un truc qui demande quand même beaucoup de compétences. Et ça, on ne sait pas. La vérité, c'est que on ne sait pas. Ce qu'on peut voir quand même, c'est que c'est aussi l'intérêt d'Israël de faire peur sur ce sujet. Oui. D'abord parce que ça se bloque derrière. Effectivement, du coup, on parle moins de Gaza, et ensuite parce que autant les Américains commencent à être un peu hésitants dans le soutien à Israël face à ce qui se passe à Gaza, mais en revanche, l'Iran, pour eux, ça reste vraiment le grand méchant, c'est le pays qui a pris en otage des diplomates américains, et donc on va dire que ça redonne à Israël une forme de cote de popularité aux États-Unis, de savoir qu'il est sous le danger, sous la menace des méchants Iraniens, ceux qui défilent sur le drapeau américain. Cela dit, il y a bien eu des discussions sur la question entre les Iraniens et les Russes, qui se voient beaucoup ces dernières semaines et ces derniers mois, avec des Iraniens qui donnent en veux-tu, en voilà, des Shahed, même si ce n'est pas de la haute technologie, des drones très utiles pour les Russes. Il y a bien des échanges. On aurait peut-être besoin d'un petit coup de main sur de l'ingénierie de très haut niveau en matière de fission. Oui, mais justement, c'est pas une partie juste avec les Occidentaux, cet accord. C'était aussi un accord dont les Russes étaient partie prenante. Et il faut se rappeler que avec l'élection de Biden, les Américains étaient en train de revenir et qu'on n'était pas loin de rebrancher l'accord, de le remettre en service, et que c'est les Russes qui ont bloqué l'accord, si je me trouve bien, à la veille de 2022. Voilà. Ouais. Et donc, c'est-à-dire au moment où Poutine était en train de masser des troupes à la frontière ukrainienne. Et donc, il y a quand même un rapport direct entre la situation dans laquelle on arrive et ce que Poutine voulait pour désordonner le système mondial. Est-ce qu'on sait de façon claire s'il y a eu une demande et une réponse entre le Téhéran et Moscou sur un coup de main sur le nucléaire ?
On ne pourra sait pas ça. l'affirmer, jamais. Difficile C'est de pas le dire, possible on le saura d'affirmer pas, on le parce saura que pas. l'Iran est saura aujourd'hui pas. sous les sanctions. Mais bloquer Donc, l'accord, ça suffisait. Bien sûr, les Russes, certainement, parce qu'il y a les accords, on voit à quel point la Russie est présente dans cet échange économique par derrière de toutes les sanctions. Et quand même, la Russie maintient aujourd'hui l'économie iranienne et donne un coup de pouce très, très, très important. Donc, bien évidemment, on ne pourra pas le savoir, mais je pense que sûrement il y en a cet accord, parce que les Iraniens ne peuvent pas faire ces progressions aussi rapidement, tout seuls. Il n'y a pas comme ça d'un coup de génie qui arrive. C'est-à-dire il y a déjà quelque chose, les formules sont prêtes chez les Russes, qui sont les amis, qui ont besoin de beaucoup de choses, beaucoup d'aide des Iraniens. Donc certainement, on peut imaginer et projeter cette aide que les Russes donnent à l'Iran. Je vais vous montrer une vidéo tout à l'heure qui ce serait, je vous la garde en réserve, hein, Porte-parole du ministère de la le Défense. porte-parole du ministère de la Défense qui dit aux Israéliens, il utilise le mot dissuasion. On a la dissuasion et un jour ou l'autre, on va vous frapper. Là, très très prochainement, dit cet Iranien, fort sympathique. On En l'écoute général. maintenant. Non, mais non. Alors, on peut peut-être l'écouter maintenant parce qu'on a besoin d'une explication de texte parce qu'on parle et potentiellement est-ce qu'elle aurait sur l'arme nucléaire. On peut être inquiet. Pourquoi ? Parce que la tension, la tension est légèrement à son niveau le plus élevé. J'en ai pas Par parlé exemple, parce qu'il fallait parler de l'assassinat. Mais on peut en parler Mais c'est maintenant. lié, de toute façon, Mais c'est tout bien à fait. sûr que tout est lié. Bon alors attendez. Donc, La on va... Ça augmente, c'est Alors la stop. situation. Tout est lié. On va, comme il y a quand même deux ou trois Tout est lié personnes dans qui nous cette- regardent, c'est compliqué. deux ou Ça trois s'appelle personnes qui nous l'Orient Les regardent. gardiens de la révolution iranienne Voilà. accusent Israël d'avoir tué un de leurs commandants. C'était hier dans une frappe en Syrie. On va vous expliquer qui il est, mais c'est l'une des premières fois que ça se passe en dehors du territoire iranien. Donc Israël a mené ses frappes. Israël qui ne veut pas commenter, mais en tout cas, c'est bien une frappe Donc ils israélienne. ont éliminé à Damas en Syrie les Général Israéliens iranien, le général Moussavi, le général Moussavi qui est pas en un... charge de l'aide qui est apportée en ce moment au Hezbollah libanais, qui conseille le Hamas, qui conseille le djihad islamique. C'est quelqu'un qui a épaulé Bachar el-Assad en Syrie et à ses côtés notamment à Alep. Quelqu'un de très important qui a été battu par une frappe israélienne. Donc éliminé par En Israël. Syrie, qui avait déjà tapé l'aéroport de Damas, qui avait déjà tapé l'aéroport d'Alep, donc qui est régulier de ce théâtre et qui par ailleurs le fait aussi simplement pour abonder parce que les Russes le leur permettent. Les Russes et les Israéliens se partagent en gros l'espace aérien syrien. Les deux aviations opèrent sur ce théâtre. Donc quand les Israéliens vont frapper en Syrie, ils le font aussi parce que les Russes ne leur interdisent pas avec leurs moyens de défense antiaérienne ou leurs chasses qui survolent également le territoire syrien. Donc les Iraniens déplorent la disparition de ce général frappé en territoire extérieur, étranger, et qui est un personnage très important, je rappelle ce que vous venez de dire, qui dispatche l'aide, qui stratégise l'aide iranienne à différents mouvements terroristes, type Hezbollah et compagnie, et qui est quelqu'un qui, sur le terrain des opérations extérieures iraniennes, est un pion, plus qu'un pion, un officier supérieur de premier plan. Bon voilà, lui est mort. Lui, il est mort, et sur la foi d'ailleurs d'une réussite du renseignement israélien, parce que pour aller taper un tel homme là où il se trouvait en Syrie, il faut disposer d'un renseignement de très très haute qualité. Donc ça renseigne aussi sur la guerre que mène Israël à tous ses ennemis, et en l'occurrence ceux qui conseillent au plus près le Hamas, le Hezbollah, le djihad islamique en ce moment, et peut-être même les Houthis, puisqu'on a beaucoup parlé de la mer Rouge. C'est ça le jeu iranien dans la région. C'est une guerre par procuration qui se mène pour le moment entre l'Iran et Israël, mais c'est un peu une guerre dont personne ne veut, ou une escalade dont personne ne veut, sauf qu'on entre dans une telle zone grise que l'accident est parfaitement probable et que tout pourrait dégénérer. C'est ça quand même la crainte derrière. Dégénérer, parce qu'effectivement, il y a les menaces maintenant de l'Iran, par la voix notamment du porte-parole du ministère de la Défense, et qui parle du pouvoir de dissuasion de l'Iran. Écoutez. نداشته باشه و جمهوری اسلامی ایران با قدرت بازدارندگی و توانمندی‌های گوناگونی که داره در اینکه پاسخ مقتدرانه همانند گذشته این قابلیت رو داره و در فرصت و زمان و مکان جنایت‌های تروریستی پاسخ داده میشه. Voilà, bon. Ouais, alors il y Pouvoir de avait ce dissuasion. petit texte rouge que nous avons mis du temps à enlever sur notre écran, mais et la traduction était là, et donc il dit nous bénéficions de la dissuasion et on va vous appliquer la dissuasion. Qu'est-ce que ça veut dire la dissuasion ? Dissuasion, c'est bien un mot, passe-partout qui veut dire nucléaire. Bah, il l'a dit. Il a dit, chers amis israéliens, la dissuasion va s'appliquer à vous. Eric, il faut rester sérieux. D'accord. On ne dissuade pas
un homme et la bombe nucléaire. Ça ne fonctionne pas comme ça. Je rappelle quand même que les Israéliens sont censés avoir également l'arme nucléaire, donc on ne joue pas avec le feu à ce point-là. En plus, pareil, on est dans un jeu, dans un théâtre quand même, pour une bonne part, autour de ça. Et quand on parlait tout à l'heure de la question de savoir si les Russes avaient apporté de la technologie, mais enfin, ça fait déjà longtemps que les Pakistanais ont dispersé tout le savoir technologique pour fabriquer des bombes nucléaires. Je ne sais plus comment il s'appelait, Khan, l'ingénieur. C'est lui qui a permis, en gros, à la Corée du Nord d'avoir la technologie. C'est lui qui a permis à l'Iran d'avoir la technologie. Or, les Pakistanais, c'est les alliés des Américains. Donc, vous voyez, on est dans un monde beaucoup plus complexe que ça. Et on ne va certainement pas jouer à dissuader, à protéger un général avec une bombe nucléaire. Ça, je ne crois pas. Ça n'a rien à voir. Et je pense que dans la dissuasion, ce qu'il faut entendre de la part des Iraniens, ce qui se passe actuellement en mer Rouge est quelque chose de très significatif. C'est-à-dire que c'est une action indirecte, c'est pas l'Iran directement, c'est un proxy, et qui bloque le commerce mondial, qui passe, enfin une partie du commerce mondial, qui passe par la mer Rouge. Et là, c'est vraiment très dissuasif, parce qu'on va être obligé de discuter avec qui ? Avec les Iraniens, pour obtenir une levée de tout ça. Je reviens simplement sur le point du fait que les Russes ont décidé de bloquer le nouvel accord avec les Iraniens jusqu'en 2022. C'est très intéressant parce que ça, c'est le début de l'établissement du chaos par M. Poutine. C'est le début des alliances pour établir le chaos par rapport à l'ordre ancien, qui datait des années 45, et de mettre en place quelque chose qui détruit cet ordre, par le biais des BRICS, par tous ces biais-là. La seule difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on ne voit pas l'ordre futur, le nouvel ordre. Il n'existe pas. Parce que dans les BRICS, ils ne sont pas d'accord entre eux. L'Inde n'est pas d'accord avec la Chine, l'Afrique du Sud n'est pas d'accord avec le Brésil. Enfin, donc, la vraie mise en place, c'est la mise en place du chaos. Et voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est très organisé. Donc, la guerre en Ukraine, c'est quelque chose, tactiquement, c'est important, etc. Mais pour Poutine, ce qui est beaucoup plus important, c'est le reste. Exactement. La seule difficulté dans cette affaire-là, c'est que Poutine, en fait, il est un instrument de la Chine. Parce que la Russie n'est pas une grande puissance. Malgré, pardonnez-moi, elle n'a pas réussi à vaincre l'Ukraine, c'est pas une grande puissance. Mais elle est un outil utile pour établir le chaos, pour un monde futur, un ordre futur dans lequel la Chine, elle, a des intérêts majeurs. C'est elle qui tire les ficelles de tout ça ? Pardon ? C'est la Chine qui tire les ficelles de tout ça ? Non, je ne dis pas qu'elle n'a pas besoin de tirer les ficelles. Hein. Elle laisse faire. Elle ramassera et derrière, d'ailleurs, sur l'affaire des Houthis en mer Rouge, c'est très embêtant pour la Chine. Parce qu'on parle des pétroliers toujours, mais le détroit d'Ormuz pourrait être bloqué. Mais non, mais là, c'est le trafic des boîtes, vous savez, les conteneurs. 450 conteneurs sur un bateau, ça passe pas. Et donc, ils sont obligés de faire le tour. 9 jours, ça augmente, les primes d'assurance ont augmenté, donc le commerce de la Chine est impacté par ça. Et donc on va voir comment la Chine va pouvoir réagir vis-à-vis de l'Iran, vis-à-vis des Houthis, pour essayer de rétablir la circulation. Dans ce chaos, on va juste revenir sur cette frappe-là qui donc a visé ce commandant des gardiens de la Révolution. Regardez ce qui s'est passé à Téhéran. La population, elle aussi, ou en tout cas une partie de la population en Iran, crie vengeance. Écoutez. Thierry Coville, il y a toutes ces menaces de l'Iran qui promet donc de se venger par rapport à Israël. Est-ce qu'on peut les prendre au sérieux ? Parce que depuis le 7 octobre, il y en a eu quelques-unes des menaces de l'Iran et pour l'instant, ils n'ont pas fait grand-chose. Oui, alors je suis assez d'accord sur le fait qu'il faut faire attention. Rappelez-vous quand le général Soleimani a été quand même, on va dire, assassiné par les Américains début 2021. C'était un personnage très important et les Iraniens ont dit oui, attention, on va se venger, etc. Il y a eu des millions de personnes dans la rue pour son enterrement en Iran. Puis finalement, ils ont bombardé une base américaine en Irak en ayant prévenu avant le gouvernement irakien qui a prévenu les Américains. Donc, je pense qu'il y a une question de crédibilité. Les Iraniens ne peuvent pas laisser passer quelque chose comme ça, qui était un message politique d'Israël, très clairement un message politique, qui vise à dire à l'Iran, contrôlez vos troupes, contrôlez ce qu'on appelle l'axe de résistance. Donc c'était un message d'Israël.
l'Iran va répondre. Je pense que il faut faire attention. C'est pas parce qu'il y a un personnage très important qui a disparu, le système et l'axe de résistance iranien va répondre. Ils vont continuer leurs attaques sur les bases militaires américaines en Irak, en Syrie. Les actions des Houthis vont continuer. D'un autre côté, je crois que vous l'avez déjà dit, il faut faire très attention. Ils sont très calculateurs, il ne faut pas les sous-estimer. Les Iraniens ne veulent pas d'un affrontement direct avec Israël et les États-Unis. Donc, pour répondre à votre question, ils élèvent le ton. Il en va de leur crédibilité vis-à-vis de l'axe de résistance. D'un autre côté, ils répondront d'une certaine façon, mais ils ne veulent pas franchir une ligne rouge, ils ne veulent pas d'un conflit, c'est un peu leur politique depuis des années. Ils savent qu'ils ne font pas le poids du fait de leur faiblesse, de leur aviation, de leur système de défense antiaérien. Donc ils ne veulent surtout pas d'un affrontement, donner l'occasion, le prétexte d'un affrontement direct avec les États-Unis et Israël. Thierry Coville, c'est intéressant parce que ce que vous nous dites, parce que sur le plan des verbatims, de la prise de parole, on virilise le débat. Écoutez, par exemple, l'ambassadeur d'Iran qui était, lui, à Damas, en Syrie, au moment de cet assassinat de ce général iranien. Bon, écoutez, la réponse, elle est dure. Ce qui s'est passé aujourd'hui est une lâche attaque terroriste du régime sioniste qui va à l'encontre des conventions internationales et naturellement le pays victime a le droit de riposter. Israël obtiendra certainement une réponse à ce crime au bon moment et dans la bonne situation. Voilà, bon, Thierry Coville, c'est pour dire qu'il a le même discours que celui qu'on entendait tout à l'heure du porte-parole du ministère des Armées. On va se venger. Oui, mais attention, il faut bien voir qui est au pouvoir en Iran. Comme je vous l'ai dit, alors c'est la République islamique d'Iran, mais il y a différents courants. Ceux qui sont au pouvoir en Iran, c'est les ultra-radicaux. Et effectivement, pour eux, la défense des Palestiniens et la lutte contre Israël, donc qu'ils ne reconnaissent pas d'ailleurs comme État, ils parlent toujours du régime sioniste, c'est au cœur de leur politique. Donc, avec ce qui se passe, vous voyez, la guerre entre Hamas et Israël, je veux dire, cette réponse, elle est attendue. Je voulais vous faire noter, il faut faire attention, il faut décoder un petit peu. C'est sûr qu'il y a un discours et il y a une réalité aussi. Les Houthis attaquent les navires en mer Rouge. Il y a eu cette attaque du côté de l'Inde contre, je crois, un bateau indien. Les attaques, il y a eu, je crois, des dizaines d'attaques contre les bases américaines. Donc c'est en Syrie et en Irak. Donc effectivement, l'Iran agit. Mais d'un autre côté, c'est assez intéressant de voir, vous montriez un sorte de soutien populaire, vous voyez, la population iranienne qui crie vengeance. Je pense qu'il n'y a pas un gros soutien populaire justement à la guerre, si vous voulez, au soutien au Hamas dans la guerre contre Israël. La preuve, l'Iran était un des rares pays de la région, vérifié, qui n'a pas organisé de grandes manifestations populaires en soutien à la cause palestinienne. Pourquoi ? Parce qu'ils ont très peur. Ils ont une population, je sais pas, vous le savez très bien, il y a eu notamment des manifestations suite à la mort de Mahsa Amini, qui est très divisée en Iran. Donc, on a un régime aussi qui jongle entre différents objectifs. Il y a eu des manifestations, paraît-il. C'est très important pour eux. Il y a eu des manifestations, paraît-il, où les autorités ont sorti des petits drapeaux palestiniens et où une partie de la population iranienne a dit on en a marre et s'est un peu révolté contre l'utilisation de l'argument palestinien. Il y a eu 2-3 moments comme ça, notamment dans des stades où on a pu voir que la population iranienne n'était pas très favorable à l'utilisation, à la politisation, à l'utilisation politique de cet argument pro-palestinien par les mollahs. Bien sûr, et ça démontre ce qui vient d'être dit à l'instant par Thierry Coville. C'est-à-dire que vous avez d'abord un ayatollah, donc le chef officiel de l'État iranien, qui est extrêmement vieillissant. Il y a un pays qui n'a absolument aucun intérêt à la confrontation directe, ni avec les États-Unis, et on voit l'effet de dissuasion. Il y a quand même 2 porte-avions en Méditerranée, plus un sous-marin nucléaire qui croise dans la région. Donc ça quand même donne une indication de l'effet de dissuasion qui pourrait être celui des Américains. Des frappes sur ce territoire, c'est pas possible. Et puis sur le plan intérieur, il y a
effectivement un pays qui est fragilisé. Femmes, vie, liberté, comme ça a été rappelé à l'instant. On a vu effectivement ces gens dans un stade de foot qui refusaient de brandir les drapeaux palestiniens. On a vu également dans les universités iraniennes des étudiants qui contournaient le drapeau israélien et le drapeau américain, qu'on leur demandait de piétiner comme ça se fait à l'usage. Donc il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de la société iranienne et qui ne rassure pas du tout ces dirigeants. C'est pour ça que cette guerre, les Iraniens n'en veulent pas. En tout cas, ils ne veulent pas d'une guerre totale ou globale avec Israël et les États-Unis. C'est pas possible. Alors vous parlez de la confrontation avec les États-Unis. Il y avait un autre fait qui paraissait aussi un peu inquiétant. Ce sont toutes ces bases qui sont détruites par un camp comme dans l'autre. L'armée américaine vient de frapper 4 sites pro-iraniens en Irak. Bilan 1 mort et 20 blessés. Les Américains se justifient. Ça, c'est une réponse à une série d'attaques contre des personnels américains en Irak et en Syrie menées par des milices soutenues en Iran. Thierry Coville, il y a ça aussi. Il faut prendre en compte que les Américains et les Iraniens sont en train de, ces dernières semaines, viser des bases de l'un ou l'autre. Jean-François Boutor, peut-être pour commencer, puis Thierry Coville. Que vous le vouliez ou non, malgré toutes les prudences que vous affichez, les amis, c'est quand même une petite guerre qui vient de commencer, là. Frappe, les Américains frappent des bases iraniennes et les Iraniens frappent des bases américaines. Bon sang, ça s'appelle comment ? Oui, mais les relations sont aussi, là, encore plus compliquées dans l'histoire. Il faut se rappeler, moi j'ai la barbe blanche et je me souviens que au moment de la révolution iranienne, le petit Satan, c'était la Russie, c'était l'Union soviétique. Et que l'Union soviétique était perçue à Téhéran comme un ennemi. Et pourquoi ? Parce que, est-ce que vous savez qui a bombardé le premier parlement iranien en 1908 ? C'est un général russe. Et il y a une haine très profonde de la société iranienne contre les Russes. Et donc, on peut s'allier avec eux, mais on ne peut pas devenir non plus complètement leurs vassaux. Et donc, ce qui se joue aura toujours des limites là aussi. Il faut avoir ça en tête. Même si aujourd'hui, on a au premier plan l'affrontement américano-iranien. Mais les Iraniens, c'est un peuple qui veut être une puissance régionale et qui veut être indépendant. Et ils n'ont pas très envie d'être uniquement dans la main des Russes à la sortie de cette période-là. Pour répondre à votre question, en fait, cette guerre d'escarmouche, elle a jamais cessé. Monsieur Coville citait à l'instant la mort du général Soleimani, qui était l'un des dirigeants militaires des gardiens de la Révolution. Donc c'était vraiment du très très lourd en 2020 par une frappe américaine. Et déjà à l'époque, il y avait eu des manifestations monstres. Mais tout ça, en fait, est sous contrôle. Parce que les Iraniens savent jusqu'où ne pas aller trop loin. Et on l'a bien vu. Ils auraient pu profiter de façon indirecte, à travers le Hezbollah, de la déstabilisation d'Israël par l'attaque du 7 octobre. Or, du côté du nord d'Israël, la frontière libanaise, il y a des escarmouches, mais ça ne va jamais plus loin que ça. Il y a 2 explications possibles à cette retenue iranienne. D'abord, peut-être une certaine fragilité intérieure qui fait que ils peuvent être réticents à s'engager dans un conflit extérieur. Et puis surtout, la présence massive des Américains. C'est qu'en 2022, alors Biden, alors c'était pas Netanyahou à l'époque, le Premier ministre, c'était Lapid, je crois. Lapid, ouais, voilà, il y a une déclaration solennelle. Les États-Unis ont dit, si jamais les Iraniens vous attaquent, on sera à vos côtés de façon absolue. Or, il y a 2 porte-avions américains qui croisent pas loin. Donc, probablement que ça rend les Iraniens raisonnables. Raisonnable. Mais alors, Thierry Coville, vous êtes d'accord ? Rien de nouveau sous le soleil. Les Américains frappent des bases iraniennes, les Iraniens frappent des bases américaines. Ça n'a pas trop de conséquences. Oui, alors quand même, on a une intensification depuis le 7 octobre. Je crois que je ne sais plus combien, il y a eu des dizaines d'attaques des bases militaires américaines en Syrie, en Irak. D'autre part, il y a quand même un véritable affrontement. Alors, mesuré entre le Hezbollah et l'armée israélienne, à tel point, je crois qu'il y a eu au moins 100 morts du côté du Hezbollah. Donc, on ne peut pas non plus dire qu'il ne se passe rien. Je pense qu'il y a, si vous voulez, pour caractériser, si on essaye de caractériser la stratégie iranienne, déjà, il y a l'idée que, vous savez, ils sont très calculateurs, ils connaissent leurs points forts, leurs faiblesses. Ils essayent d'établir un rapport de force, d'où la constitution de cet axe de résistance, pour affaiblir Israël. Ça, c'est très clair. Mais actuellement, ce qui se passe, c'est je pense qu'il y a 2 points importants. Il en va de leur crédibilité vis-à-vis de cet acte de résistance. Le Hamas et le djihad islamique en faisaient partie. Ils sont obligés de réagir à travers les Houthis, à travers les milices chiites en Irak et en Syrie,
pour donner, si vous voulez, pour montrer que le Hamas n'est pas tout seul. Et puis il y a un deuxième point important aussi. Il y a aussi une part de diplomatie qui consiste à dire, ils demandent quand même l'arrêt des combats, ça qui est intéressant. Ils demandent le cessez-le-feu. La diplomatie iranienne demande le cessez-le-feu, à voter des résolutions à l'ONU dans ce sens. Mais ils disent aussi, s'il n'y a pas de cessez-le-feu, il va y avoir un conflit régional. Et je pense que ces attaques, quelque part, donnent corps à ce discours, si vous voulez. C'est un avertissement, à mon avis, surtout aux Américains, en disant, si vous ne faites rien, si vous ne faites pas pression sur Israël, regardez ce qui peut se passer éventuellement. Donc c'est ça qui caractérise la stratégie iranienne dans la région. Gardons la tête froide, quoi. Non, simplement, je revenais sur la déclaration du ministre israélien qui disait qu'Israël se combattait sur 7 fronts. Il se pousse un peu du col quand même là. Hein. Il ne se bat pas sur 7 fronts du tout. Hein. Heureusement. Contre les Houthis, il ne se bat pas contre les Houthis. En Irak non plus. En Syrie, oui. Mais donc, si vous voulez, il y a aussi un langage pour la population israélienne de montrer qu'Israël est fort et se bat sur tous les fronts, etc. etc. Mais c'est vrai qu'il y a des accrochages un peu partout. Pour l'instant, ça reste contrôlé. Et il faut que ça reste contrôlé, naturellement. Il faut, ça c'est sûr. Vous voulez l'écouter, là? Et Yoav Gallant, c'est le ministre de la Défense israélien qu'on voit tous les jours sur nos antennes, qui, justement, fait valoir cet argument. Est-ce un peu roublard? Je vous laisse en juger. Nous sommes dans une guerre à plusieurs fronts et nous sommes attaqués sur 7 théâtres différents. Gaza, le Liban, la Syrie, la Cisjordanie, l'Irak, le Yémen et l'Iran. Nous avons déjà réagi et pris des mesures sur 6 de ces théâtres. Et je le dis ici de la manière la plus explicite. Quiconque agit contre nous est une cible potentielle. Il n'y a pas d'immunité pour qui que ce soit. On va glisser doucement vers Israël, puisque, bon, voilà, vous trouvez qu'il exagère, là, Yoav Gallant? Oui, parce qu'il il n'y a pas cette guerre. Il n'y a pas cette guerre. Il y a 7 fronts actuels, mais Israël ne s'occupe pas de ces 7 fronts. Les États-Unis s'occupent de au moins 2 ou 3 fronts, et Israël s'occupe du reste. Voilà. Et encore une fois, le Hezbollah, par exemple, est assez mesuré. Hein, le Hezbollah pourrait frapper beaucoup plus dur qu'il ne le fait. Les Israéliens se souviennent peut-être, et encore lui ne s'en souvenait pas en disant on ira jusqu'à Beyrouth, ne se souvenait pas de ce qui s'est passé en 2006, hein, où les Israéliens ont dû dégager rapidement, et c'est seulement l'implication des Européens, en particulier au sein de la FINUL, qui leur a permis de dégager.